Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du logiciel LaboBéton. LaboBéton, c'est un logiciel qui va vous permettre de réaliser des formulations de béton hydraulique, donc de béton à base de ciment. Ce logiciel donc est en version 2.0 et accessible sur mon site que je vous rappelle, hop, logiciel bâtiment chez alice.fr. Donc, si vous l'avez en main, c'est que vous êtes déjà allé, que vous êtes allé dans le répertoire logiciel. Dans le logiciel, vous êtes allé cliquer sur ouvrage en béton. Et dans ouvrage en béton, vous avez donc plusieurs logiciels qui apparaissent, qui sont accessibles, tous téléchargeables, tous fonctionnels. Et vous êtes allé télécharger le logiciel LaboBéton. Et donc, en cliquant sur cette image ou le readmore, et ça a affiché cette page. À travers cette page, vous êtes allé chercher la vidéo ici. Et le logiciel, vous êtes allé le chercher soit ici, en format setup, donc directement exécutable, soit en fonction du code source, ainsi que son manuel d'utilisation qui est ici. Voilà. Donc, du coup, on revient au logiciel. Donc, on est bien en version 2.0. Donc, la version 1.0 qui était avant accessible sur le site a disparu. Elle n'est plus fonctionnelle et vous utiliserez la version 2.0. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, donc si vous voulez savoir quelle version vous êtes, il suffit simplement de cliquer sur ce signe-là et le point d'interrogation et à propos, et vous avez automatiquement l'écran de la version. Vous avez aussi, tant qu'on est dans ce sous-menu, l'aide, donc vous avez le manuel d'utilisation du logiciel sous format PDF, donc vous pouvez aller télécharger aussi sur le site, etc. Voilà. Donc, du coup, donc vous avez quand même près de 130 pages qui sont accessibles. Voilà. Donc nous allons démarrer la présentation. Pour cela, il nous faut un fichier support d'exercice. Alors, le fichier support, ça va être le fichier de l'exemple 1. L'exemple 1, en fait, c'est l'exemple béton binaire 30 mégapascal, voir la vidéo. Donc, en fait, cette vidéo qui est ici, c'est exactement la même qu'ici. Voilà, donc vous n'aurez pas simplement, elle sera un peu plus longue que les autres vidéos, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons aller chercher le fichier de données. Pour cela, on va ouvrir. Et ouvrir, vous allez récupérer le fichier txt EX1 Drugoris qui se trouve dans le répertoire méthode Drugoris EX1. Donc voilà, je l'ouvre. Voilà, j'ai bien ici affiché EX1 Drugoris, c'est bon, il l'a bien chargé. Le fichier, en fait, vous allez récupérer sur mon site, donc ce dossier de validation. Ce dossier de validation est un dossier compressé, donc qui comprend tous les exemples. Et le premier exemple sur lequel on s'appuie, c'est la méthode Drugoris X1 que j'ouvre. Et en fait, le fichier que j'ai téléchargé, c'est celui-là, qui va télécharger après tous les autres fichiers XML. Voilà. Ici, c'est la note de calcul qui va être fournie par le logiciel, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, pour voir à quoi correspondent tous ces fichiers, je vous invite à regarder la notice d'utilisation qui est très explicite. Donc, quand vous téléchargez un fichier de données, vous chargez uniquement ce fichier-là, un TXT, et il va automatiquement charger les fichiers XML derrière où se trouvent véritablement les données. Voilà. Donc, nous en revenons au logiciel. Et donc, premier formulaire à vérifier et à renseigner, c'est l'exigence de formulation. Voilà. Donc, l'exigence de formulation sur lequel vous allez avoir donc les deux méthodes de formulation proposées par le logiciel, la méthode Drugoris, la méthode Baron-Olivier. Voilà. Alors, la vidéo, c'est pas une vidéo un cours sur la méthode Drugoris ou la méthode Baron-Olivier. Je suppose que vous la connaissez. Simplement, elle va vous expliquer comment le logiciel met en œuvre ces deux méthodes. Dans notre cas de figure, la formulation va être réalisée par la méthode Drugoris. Voilà. Alors, un point important, pourquoi effectivement il faut commencer par là, parce que vous allez voir, si je clique sur par la méthode Baron-Olivier, on verra ça plus tard, vous voyez que la méthode Baron-Olivier vous demande des informations supplémentaires, alors que la méthode Drugoris vous demande un nombre d'informations moins important. Voilà.
Donc c'est pour ça que du coup c'est important de définir dès le départ par quelle méthode vous voulez réaliser la formulation du béton armé, du béton. Donc, ok, on commence par la méthode Dregoris. Dans la méthode Dregoris, soit vous appliquez ces deux options ou pas. Donc, c'est des cases à cocher. Alors, vous avez soit la majoration pâte à ciment, soit la majoration, soit l'amendement ENS. On va cocher la majoration pâte à ciment. Alors ça signifie quoi? Vous avez ici chaque fois des boutons d'aide dans lesquels qui vont vous expliquer un petit peu à quoi correspond cette option. Donc vous voyez que il y a suffisamment de boutons d'aide pour vous aider. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours la possibilité par le manuel de revenir sur les éléments constituant le logiciel. Donc alors, par la méthode Dregoris, majoration d'une pâte à ciment. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut conserver le rapport C sur E, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, le logiciel vous donne la possibilité, éventuellement en fonction de la dimension Dmax du gravillon, vous avez une correction sur le dosage en eau à apporter. Cette correction, suivant les auteurs, on doit respecter après, par la suite, le rapport c'est sur eux ou pas. Alors, comme visiblement personne n'a l'air d'être très sûr de lui, je vous laisse la possibilité d'utiliser ce respect ou pas, de majorer la pâte à ciment en fonction de la majoration en haut ou pas. Puisque vous verrez que pour l'école normale supérieure, qui est pas n'importe qui, ben en fait ils font pas de cette majoration-là, ils ne la font pas. Voilà. Mais ça c'est l'exemple 2 auquel je vous invite à vous rendre sur la vidéo suivante. Voilà. Après, pareil, l'école normale supérieure, par rapport à cette méthode, a apporté quelques précisions. Alors, si vous voulez savoir lesquelles c'est, ben, grosso modo, vous avez ici un aide qui vous explique sur quels éléments il y a eu des modifications apportées par l'ENS, par l'école normale supérieure. Donc, vous les avez ici, vous le regarderez. Si vous êtes d'accord, ben, vous cochez l'amendement ENS. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne le cochez pas, tout simplement. Voilà. Mais on verra que sur l'exemple numéro 2, avec l'amendement ENS, on est obligé de cocher. Voilà. Donc voilà un petit peu les premiers éléments pour la méthode Dregoris, c'est donc exactement ces deux éléments-là à prendre en compte ou pas. Voilà. Après, autre point, inclure les exigences de la classe d'exposition. Donc ça, c'est prendre en compte les exigences de l'EN 206-1. D'accord, donc c'est elle qui explique la normalisation du béton. Donc vous avez la classe d'exposition ici du béton, vous décidez de ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous mettre. Voilà, bon, là pour notre exemple, on est en XC1, et en fait, vous décidez si vous êtes à quel EN 206 vous faites référence, si c'est celui de 2000 ou si c'est celui de 2013 avec l'amendement 2021. Donc on va se prendre sur 2021. Vous pouvez ici cliquer afficher les valeurs limites et à ce moment-là, ici vous aurez les valeurs limites pour la classe XC1. Alors quand je parle de valeurs limites, c'est par exemple le rapport eau efficace sur l'IA maximal, la classe de résistance minimale, la teneur minimale à l'IA équivalent, etc., etc. Donc je suppose, voilà, et vous avez donc tous les éléments qui figurent ici par rapport à la classe XC1, ici. Voilà. Voilà à peu près pour donc. Alors, pourquoi c'est une case à cocher? Parce que avant en 2000, on n'avait pas le N206 et donc du coup, parfois on a fait des bétons sans se poser la question de savoir à quelle case d'exposition il se rapportait. Donc du coup, je vous l'ai mis sous forme de case à cocher. Vous voulez pas l'inclure, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas à inclure. Donc si par contre vous l'incluez, ça veut dire que du coup, vous avez par rapport à... Donc, je reviens ici, ça veut dire que du coup, dans votre formulation, le logiciel va prendre en compte qu'il vous faut par exemple une teneur en ciment de minimum 260 kg par mètre cube. Par contre, si vous ne l'avez pas coché, ça veut dire que du coup, vous pouvez avoir une formulation à 250 kg ou à 230 kg. Pareil pour la classe de résistance minimale. Vous voyez qu'ici, c'est un B25. Si je pars sur un XC3, par exemple, c'est encore un B25, un XC4, pareil, c'est un XC... attendez. Oui, il faut faire la remise à zéro, j'ai oublié, c'est le texte, voilà.
et afficher les valeurs limites, voilà, une XC4, voilà. XC4, on voit bien que c'est un C25. Si je vais sur une XC2, alors, vous voyez que quand je vais sur XC2, ça n'a pas effacé le texte. Bon, simplement, c'est pour, vous l'effacez pas, c'est vous qui le voyez. Vous voulez l'effacer, vous cliquez sur ça, c'est effacé, et vous voulez refaire afficher les valeurs limites, vous dites, voilà. Voilà, c'est un fonctionnement très simple. Voilà, donc vous voyez que NXC2, on est à un 2025. Voilà. Après, la résistance normalisée qui était demandée, c'était un 30 mégapascal avec une valeur de coefficient de majoration de 1,15, puisqu'effectivement, on fonctionne avec on fonctionne via l'équation de Bolomé sur une résistance moyenne. Donc en fait, ma résistance moyenne qui était demandée dans le cadre de mon exemple, voilà, donc c'était voilà, il s'agissait de formuler un béton de résistance FC28, 30 mégapascal, ouvrabilité 5 cm et mise en place par vibration normale. Alors en fait, cet exemple-là, hein, il vient simplement de l'ouvrage de mes... tout simplement, voilà, il vient du nouveau guide du béton et des constituants, 8e édition 98, 3e édition 2007, de M. Dreux et M. Festa. Tout simplement, et c'est l'exemple 1 que vous trouverez en page 253. Voilà. Et donc en fait, j'ai pris cet exemple-là pour faire une validation du logiciel. Voilà. Donc, on a dit 30 mégapascal, un coefficient de majoration 1,15, une ouvrabilité de 5 cm, voilà, une mise en mode de vibration pour la gestion de l'ouvrage normale. Tout simplement, c'est pas un béton destiné à être pompé, et il y aura un sable et un gravillon. Et par contre, on demande une composition pondérale humide. Voilà, donc composition, hop, je reviens ici, donc voilà, en fait, il n'y aura qu'un sable 0,5 et un gravier c'est du gravier 5,15, il me semble, non, 5,20, voilà, simplement. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, ben voilà, vous voyez que pour les exigences de formulation, c'est relativement simple. Il y a peu de données à renseigner pour la méthode Dregoris. Une fois qu'on a fait ça, on clique OK et on peut aller sur les autres formulaires. Donc, premier formulaire, le formulaire de sable. Donc, du coup, deux onglets, un onglet dimension de tamis et un deuxième onglet caractéristique du sable. Alors, il n'y a qu'un onglet caractéristique du sable, puisqu'il n'y a qu'un seul sable. Vous auriez deux sables, vous auriez ici caractéristique du sable numéro 1, caractéristique du sable numéro 2, ça vous le verrez sur d'autres exemples. Voilà. Donc, l'identité du sable, donc c'est un sable 0,5. On rentre la classe granulaire, c'est un sable roulé, ou concassé ou roulé. Est-ce que c'est un sable correcteur? Alors, c'est pas un sable correcteur puisqu'on n'a qu'un seul sable. Pourquoi on demande, vous avez cette case à cocher, c'est dans le cas, vous le verrez sur l'exemple suivant, c'est dans le cas par exemple où on a un sable un peu grossier et par exemple on a besoin de rajouter un sable fin. Donc, donc du coup on va décider, on va dire que c'est un sable correcteur et dans ce cadre-là, le logiciel ne va pas vérifier que votre sable va pas faire le calcul de modèle de finesse sur votre sable. Tout simplement parce que si votre module de finesse il est au-delà de 3,2 ou en dessous de 1,8, le logiciel va afficher une erreur, on va dire que le sable ne convient pas pour une formulation en béton. Et du coup, vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà, donc simplement en cochant sable correcteur, à ce moment-là, il tient plus compte du module de finesse et il vous laisse continuer, tout simplement. Voilà. Alors, après, la densité sèche, donc la densité à sec du sable, donc 2,54 tonnes par mètre cube, ou kilo par litre, par décimètre cube, et la teneur humidité, c'est 7,5%. Donc, si vous avez un doute, de toute façon, ici, ça vous rappelle à peu près à quel degré d'humidité on peut s'attendre pour du sable. Voilà. Et sachant que, effectivement, comment ça se comprend, c'est qu'on a une masse totale du sable sec de 200 kg, une teneur humidité du sable de 10%, ce qui veut dire que du coup, on a bien 200 kg de sable sec plus 20 litres d'eau. Voilà, tout simplement. Et c'est là qu'on va
procéder à l'analyse granulométrique du sable. C'est pour ça que du coup vous avez besoin de renseigner ici la dimension des tamis que vous allez utiliser pour votre analyse granulométrique. En effet, regardez, vous avez plusieurs éléments. Alors, ici, vous avez tamis accumulé en pourcentage. Donc, ici, en fait, ici, c'est la masse totale de l'échantillon de sable, vous n'en auriez pas besoin. C'est uniquement que dans le cas où vous faites du refus cumulé en grammes, tamis accumulé en grammes, où là, on va avoir besoin d'avoir la masse totale de l'échantillon que vous avez utilisé pour faire l'analyse granulométrique. Sinon, quand vous fonctionnez en refus cumulé en pourcentage ou en tamis accumulé en pourcentage, vous n'avez pas besoin d'afficher la valeur ici. Bon, ça vous fera pas d'erreur si vous n'affichez pas d'erreur pour ces deux cas-là. Par contre, pour ces trois autres cas, refus cumulé en grammes et tamis accumulé en grammes, si vous n'avez pas affiché ici d'erreur et de valeurs, il vous indiquera une erreur. Voilà. Donc, dans notre cas de figure, pour l'avoir plus simple, on l'a directement rentré en tamis accumulé en pourcentage et après pour les tamis correspondants. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai le tamis 0,8, 0,125, 0,7, etc. J'ai le tamis 0,08 et après je vais au 0,125. J'ai pas le 0,10. Pourquoi j'ai pas le 0,10? Parce que tout simplement ici je n'ai pas coché le module 21, donc le tamis de 0,10. Voilà. Donc du coup vous retrouvez ici dans cette liste ici tous les tamis qui a été coché ici. Voilà. Donc, et vous rentrez à ce moment-là, vous allez rentrer ici les pourcentages en fonction du tamis et vous rentrez au fur et à mesure. Et donc, ça va vous rentrer tout ça. Voilà. Alors, c'est un peu lourd. Honnêtement, vous avez la possibilité par un fichier, un granulo, de pouvoir le rentrer directement aussi. C'est peut-être plus simple, sachant que le fichier granulo, je vous en renvoie à la notice qui vous a expliqué comment le monter. Vous allez voir, c'est très simple à monter, ça sera peut-être plus rapide. Voilà. Et après, sinon, vous avez aussi la possibilité de charger directement les caractéristiques du sable. Donc en fait, là, vous cliquez sur ça, et normalement, par exemple, quand on va dans la méthode de Dregoris, sable, voilà, vous avez cet élément-là, et ça c'est et donc du coup là, il va vous renseigner directement tous ces éléments-là. Voilà. L'avantage de ça, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire sauvegarder les caractéristiques du sable. L'avantage de ça, c'est que du coup, vous allez vous utiliser les caractéristiques que vous avez rentrées de manière indépendante de la formulation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire que je sauvegarde ces données, ça me sera le sable 0,5, et du coup, si sable 0,5, si je l'utilisais pour une autre formulation, eh bien, je l'aurai déjà en données et ça me sera beaucoup plus facile. Voilà. Bon, et puis effacer toutes les données du sable, ça vous cliquez sur ça et vous avez tout qui est effacé. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu la page de données pour le sable. Vous faites, une fois que vous avez tout validé, vous faites OK et c'est bon. Pour le gravillon, c'est le même principe. Hein. Vous avez donc pareil les dimensions de tamis que je vais utiliser pour faire l'analyse granulométrique, et vous avez ici les caractéristiques du gravillon. Alors un point par contre que j'ai oublié, je reviens en arrière, c'est pour les sables. Vous avez aussi, alors quand on procède à l'analyse granulométrique, ça c'est intéressant. Voilà, en cliquant, vous allez procéder à l'analyse granulométrique, mais vous avez aussi, il va vous calculer automatiquement le module de finesse. Et donc, du coup, vous allez savoir, dès le départ, avec quelle qualité de sable vous travaillez. Donc, si le sable est grossier, trop fin, voilà, là, on est à 2,72, ça va, par rapport à l'objectif qui est de 2,5, c'est pas mal. Voilà. Donc, je reviens au gravillon. Donc, là, alors, vous pouvez afficher les deux en même temps, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Alors, par contre, lui reste dedans, certains restent dehors, voilà. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez afficher les deux en même temps, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, pour les gravillons, donc c'est un gravillon 5,20, classe granulaire 5,20, donc c'est le Dmax c'est 20, la forme du gravillon c'est enroulé. Le coefficient granulaire, ça c'est important
Donc, vous savez que là, dans la méthode Dregoris, comme d'ailleurs dans la méthode Baron-Olivier, on est toujours sur l'équation de Bolomé, légèrement modifiée, mais on est toujours de base sur l'équation de Bolomé, qui elle-même vient de l'équation de Ferré. Donc, grosso modo, on est toujours sur des équations qui ont près de 100 ans, pour ça, la première. Et dans lequel apparaît effectivement un coefficient granulaire. Donc ça, bon, je vous renvoie de toute façon à la notice, vous verrez un petit peu tout ça. Simplement, dans le cadre de la méthode Dregoris, ce coefficient granulaire est fonction de la qualité du granulat. Toutefois, alors on va revenir ça, voilà. Toutefois, le Dregoris a marqué simplement qualité excellent, bonne, courante, passable. J'ai fait simplement cette correspondance, c'est-à-dire par rapport à la P18545, c'est-à-dire que ce qui est excellent est indicé A, ce qui est bon est indicé B, ce qui est courant est indicé C, et ce qui est passable est indicé D. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu la correspondance que j'ai fait et qui va permettre de pouvoir attraper une valeur de Kg, donc du coefficient granulaire. Et donc vous voyez que par exemple, pour un granulat de qualité excellente avec un Dmax qui se situe entre 20 et 40, ben je vais avoir un coefficient de Kg qui va être de 0,60. Voilà. Alors, vous voyez des trucs en bleu, ça simplement, ben, c'est l'amendement UNS, par exemple, typiquement, qui montre sur lequel, effectivement, ils ont apporté quelques modifications. Voilà, donc ça, c'est vous qui déciderez si vous voulez prendre l'amendement UNS ou pas. Si vous voulez être sur la méthode stricte Dregoris, ben, vous garderez en fait les chiffres noirs, tout simplement. Voilà. Après, la densité sèche de 62, teneur en humidité 1,5%. Effectivement, pensez que sur des gravillons, on a des teneurs en humidité qui sont plus petites. Voilà, donc 1%, 3%, 5% et 6% trempé. Voilà. Si vous allez au-delà d'une certaine limite, il y aura une alerte. Vous voyez bien, une alerte est affichée par le logiciel si vous indiquez une valeur supérieure à 10%. À 10% sur un granulat, c'est pas possible. Voilà, analyse granulométrique du gravillon, c'est la même chose que pour le sable. Je vous laisse l'expérimenter. Et vous pouvez aussi procéder à l'analyse granulométrique. Et vous voyez que là, par contre, je n'ai pas d'un module de finesse. Par contre, j'ai bien la classe de qualité qui s'affiche. Bon, là, c'est un petit artefact du fait de la modélisation. C'est pas bien méchant. Et vous voyez un petit peu comment est votre courbe. Et donc, si vous avez des creux ou des bosses dans votre analyse granulométrique, ou si elle est bien linéaire. Voilà, grosso modo, et après, pareil, charger caractéristiques gravillon, sauver les caractéristiques gravillon, c'est pareil, c'est la même procédure que pour le sable. Et là, vous en avez fini avec votre gravillon, sachant que là aussi, c'est comme pour le sable, vous avez qu'un seul gravillon, puisque dans l'exigence de formulation, vous avez spécifié qu'un seul gravillon. Voilà, donc un sable et un gravillon. Voilà, donc on a fait donc le sable et le gravillon, et maintenant il nous reste le dernier élément qui est les ciments et additions. Alors, de suite j'exclus, avec la méthode Dregoris, il n'y a pas de possibilité de rajouter d'addition, donc du coup aucune addition ajoutée au béton, puis de toute façon c'était pas le cas dans notre exemple, et par contre dans l'exemple figurant dans l'ouvrage, donc en fait c'était un CEM 32.5 sans préciser lequel exactement. Donc voilà, c'était voilà, il précisait que c'était un CPJ CEM 2.32.5. Donc du coup j'ai mis moi le CEM2 calcaire en A constituant un L puis calcaire 32.5, puisqu'en fait dans la méthode Dregoris il n'y a que deux éléments qui sont vraiment importants dont elle tient compte, c'est la classe œuvrée du ciment, donc c'est 48 mégapascales, et la densité du ciment 310. Donc du coup, soit vous utilisez les classes œuvrées sur une valeur type, et densité sur une valeur type. Alors ça, voilà, vous voyez, une classe œuvrée sur une valeur type, elle est à 39 pour un 32.5. Voilà. Et si je la décoche, elle revient à 48, puisque c'est celle initiale. Alors, vous allez me dire, mais d'où viennent ces valeurs, ces classes œuvrées sur une valeur type? En fait, ces valeurs types, vous allez les trouver dans le formulaire configuration. J'ouvre déjà,
Alors, ce formulaire de configuration, il a plusieurs intérêts. Alors, l'intérêt principal, c'est que si vous faites des formulations avec des éléments qui reviennent souvent, à ce moment-là, au lieu de devoir chaque fois les retaper, vous avez la possibilité ici, dans ces différents onglets, de pouvoir les rentrer et automatiquement le logiciel va vous les représenter systématiquement. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on va voir rapidement un petit peu à quoi sert ce formulaire de configuration. Donc du coup, il va vous indiquer le répertoire, vous pouvez lui indiquer le répertoire de sauvegarde des notes de calcul, soit le répertoire par défaut, c'est le répertoire du logiciel, soit un répertoire personnalisé. Donc moi c'est effectivement un répertoire du logiciel, donc ça va se trouver là directement là-dedans. Répertoire sauvegarde des fichiers de données, pareil. Le rédacteur, ben c'est vous, et le chantier, vous pouvez définir le type pour quel chantier est fait la formulation. Et ça apparaîtra, ces éléments-là apparaîtront dans la note de calcul que l'on verra tout à l'heure. L'éditeur, alors soit c'est un éditeur interne logiciel, soit vous utilisez WordPad, implanter la base avec Windows. Enfin, je crois que ça l'était, maintenant je ne sais plus trop avec Windows 11 si ça l'est toujours. Bon, comme j'ai Word installé sur mon PC, je peux aussi utiliser Word si je veux. Bon, on laisse un éditeur interne pour le moment. Logiciel, ça si vous n'avez pas Word, ben, du coup ne cochez pas ça, sinon ça vous fera une erreur. Par contre, vous avez un éditeur interne au logiciel qui pourra toujours vous afficher une note de calcul et à partir de laquelle vous pourrez imprimer. Le béton, voilà, les valeurs par défaut, méthode de formulation de Dregori, 5 exigences, voilà. Donc tous ces éléments-là, vous les avez préparés et c'est pour ça que du coup, quand vous allez systématiquement, quand vous allez appeler le logiciel, par exemple, puisque vous avez inclus les exigences à la classe exposition, inclure les exigences à la classe exposition, dans les exigences de formulation, ici, ça sera systématiquement coché. Voilà. Si ici, je ne l'avais pas coché, à ce moment-là, au premier appel de l'exigence de formulation, ici, ça n'aurait pas été coché. Voilà. Tout simplement, ça vous permet d'aller plus vite dans le renseignement des formulaires. Vous avez déjà des valeurs pré-remplies, tout simplement. Sable et gravillon, c'est pareil. Vous avez des valeurs qui sont déjà pré-remplies. À vous de voir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Voilà. Ciment addition, pareil, vous avez des valeurs pré-remplies, c'est pour ça, vous voyez le 39 ici qui apparaît, c'est pour ça que du coup, quand je fais classe vraie suivant valeur type, voilà, classe vraie, elle est à 39, et si j'ai la densité, par exemple, elle est à 3,07, alors qu'en fait, l'ouvrage, le bouquin, portait sur une base d'une densité de 3,10. Voilà. Voilà, donc du coup, vous avez, et ici bien sûr pour les additions, alors ça, les additions, ça, ces valeurs-là sont celles qui sont données dans le N206, tout simplement. Formulation de Dregori, alors ça, c'est les bornes pour le fameux tableau de compacité, où effectivement, on va le voir tout à l'heure dans la note de calcul, il y a un élément qui est pas... Alors, qui ne sera pas tout à fait juste par rapport aux valeurs que vous allez retrouver dans l'ouvrage, tout simplement parce que la borne, ici, ils n'ont pas utilisé, ils ont fait, il y a eu une erreur sur la valeur de la borne, tout simplement. Et vous avez la même chose sur la formulation Baron-Olivier, où là, par exemple, je suis parti sur une valeur de correction de 13%, et il y a un exemple où en fait, il n'a pas utilisé 13%, mais il a utilisé 8%. Voilà, donc du coup, vous avez la possibilité de changer cette valeur, tout simplement. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos modifications, vous pouvez les sauvegarder et ça va devenir votre configuration par défaut. Sinon, si vous avez fait des erreurs, comme ça, etc., vous pouvez vous pouvez cliquer sur ça et alors, vous voyez le message qui s'apparaît. Attention, en cliquant sur ce bouton, vous rétablissez les valeurs par défaut, c'est-à-dire celles qui sont incluses en base, en dur, dans le logiciel. Ça, c'est dans le cas où vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous faites ça et vous revenez avec les valeurs de base du logiciel. Voilà. Et une fois que vous avez validé, alors attention, ici, c'est que donc vous allez, par exemple, faites OK, vous avez validé les valeurs qui sont ici, mais elles n'ont pas été sauvegardées. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment vous allez revenir la fois suivante, si vous ne les avez pas sauvegardés en faisant ça, ici, il ne va pas vous le mettre là. Alors pourquoi? En fait, ces sauvegardes, vous les verrez dans un
Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà, tout simplement. C'est que vous les avez ici dans ce fichier CFG Laboini. C'est ici que vous conservez toutes ces valeurs par défaut, tout simplement. Voilà à quoi sert ce fichier-là, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ben voilà, on a fait tout, ça c'est bon, on peut quitter. Puis si vous faites quitter, ça veut dire qu'on quitte le formulaire, c'est comme ici, sans prendre en compte éventuellement les modifications que vous avez apportées. Voilà, pour les éléments, on fait OK. Voilà, et donc du coup, ben, par rapport à mon exemple, j'ai renseigné tout ce qu'il fallait, donc les exigences, le sable, les gravillons et les ciments édition. Adjuvant, il n'y en a pas, donc on le verra ça dans le cadre de la méthode Baron Olivier. Et on peut lancer la formulation. Alors la formulation, alors après, si dernier point, donc les outils, la classe exposition, c'est ce qu'on a vu précédemment, et qui est accessible aussi depuis les exigences de formulation. Oui, c'est exactement le même formulaire. Et les outils, après, vous avez le deuxième outil, c'est la calculatrice Windows. Je ne sais pas si elle marche. Oui, elle marche. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, formulation. Alors, vous avez dans la formulation deux commandes. Vous avez la commande afficher la formulation du béton et afficher la composition granulaire. Vous voyez que afficher la composition granulaire, elle apparaît, mais il se passe rien si je clique dessus. Donc, en fait, il vous faut d'abord afficher la formulation du béton, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez lancer le calcul de la formulation du béton, et à la suite, vous verrez que l'affichage de la composition granulaire est accessible. Alors, je vais lancer afficher la formulation du béton. Voilà, calcul terminé, pas d'avertissement. Et voilà, vous avez notre calcul qui s'affiche. Donc ça, c'est l'éditeur interne. Et je pense fichier, vous voyez, je peux imprimer les éléments là. Voilà, ça c'est une... On va l'agrandir, voilà. Et vous avez ici la note de calcul de la formulation. Elle est au format RTF que vous allez retrouver dans votre répertoire note de calcul. Vous voyez, donc c'est la dernière, donc elle est faite, vous voyez, 10h06. Voilà, et donc je peux l'avoir aussi, bon, comme j'ai Word, vous l'aurez aussi sous format Word, puisque Word lit le RTF. Voilà, vous voyez que c'est affiché. On va faire par l'éditeur interne. Donc, du coup, l'éditeur interne pour la formulation Dragoris reprend alors donc les noms des documents, donc le N206, le N197 pour les ciments, le 1008 pour l'eau de gâchage, la 1260 pour le granulaire pour béton, et le nouveau guide du béton et de ses constituants. Donc ça c'est la méthode stricte Dragoris, et c'est à partir de ces documents-là que la méthode s'applique. Voilà. Donc s'il y a des choses que vous ne voyez pas dans ce bouquin, enfin que vous voyez, que vous connaissez dans votre méthode, et qui n'apparaissent pas dans le logiciel, c'est que tout simplement dans le nouveau guide, ces éléments-là n'apparaissaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la méthode stricte Dragoris, parce que c'est celle qui apparaît uniquement dans ce document-là. Voilà. Donc méthode de calcul utilisée, méthode Dragoris stricte. Voilà, et vous voyez, c'est bien précisé. La résistance caractéristique souhaitée, 30 mégapascales. Donc c'est résistance caractéristique souhaitée. D'accord, c'est pour ça que du coup, vous verrez un peu plus bas la résistance moyenne à partir de laquelle on a travaillé. L'ouvrabilité souhaitée, 5 cm d'affaissement au cône d'Abrams, aussi important. Le mode de mise en place dans un coffrage par vibration normale. Voilà. Les exigences de durabilité vis-à-vis de l'N206 de 2022, pour l'amendement 2021. Classe exposition XC2, alors il me semble que j'avais fait tout XC1, ouais, mais j'ai dû changer. XC2, 0,65, classe de résistance minimale 2025, 260, et après, limite de rapport d'addition, il y a sans objet, aucune addition, nature du ciment, sans objet, teneur maximale en ion chlorure, ben, il n'y en a pas, et teneur maximale en ion chlorure, c'est 0,40%. Alors oui, en fait, c'est un ciment de type CEM2, méthode Dragoris, pas de distinguo, béton armé et non armé, et donc du coup, j'ai un taux de 0,40%. Je pourrais avoir un taux différent avec un autre type de ciment. Voilà.
Alors, après, donc, ça rappelle les caractéristiques des composants constituant le ciment. Donc, le béton, excusez-moi. Le ciment, donc un ciment, c'est un CEM2AL325N, classe 48 mégapascal, densité 310. Addition, aucune addition. Gâchage conforme à la norme. Adjuvant, aucun adjuvant. Sable, donc un seul sable. Classe granulaire 0,5, forme roulée, densité, tonalité, gravillon. Un seul gravillon, un 520, un graisse granulaire 520, forme roulée, etc. etc. Et là, on rentre dans le calcul de la formulation proprement dite. Donc, là, cette formulation, elle se fait en deux parties. Il y a la partie détermination de la quantité d'eau et de la quantité de ciment. C'est ce premier chapitre. Et après, il y aura la détermination de la répartition des différents granulats, sable et gravillon. Voilà. Donc, l'AFCE, la classe Fourier du ciment, utilisée 48 mégapascal, résistance caractéristique formulée 30 mégapascal. Donc, du coup, on est bon par rapport à l'N206 qui demande supérieur à 20. C'est satisfaisant. Là, du coup, la résistance moyenne sur laquelle, effectivement, on va devoir écraser nos éprouvettes, ça sera 34,5 mégapascal pour avoir une résistance caractéristique de 30 mégapascal. Voilà, je rappelle le coefficient de majoration utilisé. Le KDG, le coefficient granulaire, il est donc d'une valeur 0,50. Le rapport C sur E, du coup, va être de 1,94. Et 1,94 avec un affaissement de 5 cm. Ça nous donne une valeur de C sur E. Alors, ça va nous donner une valeur, excusez-moi, une valeur de ciment qui va se situer donc entre 400 et 350 kg par mètre cube, puisque ça c'est ce fameux abac qu'utilise Dregoris. Donc la quantité de ciment déterminée, ben voilà, c'est ici ce point-là, 374 kg par mètre cube de béton, quantité d'eau 193 litres. Voilà. Diamètre maximal 20 à 25 mm, pas de correction de quantité d'eau. La vérification de la teneur minimale en ciment, 374, donc supérieur à 260, c'est satisfaisant. Et la vérification du rapport E sur C, 0,52 inférieur à 0,65, on a un béton qui est conforme à 206. Ok, voilà. Donc là, c'est bon, on n'a pas de souci. Donc là, on a déterminé, donc sur cette partie-là, vous avez déterminé la partie ciment et eau. Il reste maintenant à déterminer la partie sable et gravillon. Donc le sable, module de finesse de 72. Caractéristique gravillon, je rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec donc l'affichage, donc la note de calcul vous affiche les graphiques des courbes de granulométrique. Et elle vous affiche aussi en même temps la composition du mélange de granulats, sable gravillon, avec donc les points 95% et 5%, la fameuse droite brisée, avec l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A vous donne le détail de l'ordonnée du point A, avec les correctifs. Ben voilà, j'ai par exemple 1,32 en raison du module de finesse, et comme j'ai pas de béton pompable, donc du coup Kp est égal à 0, et correctif pour la qualité du granulat saturation et la qualité du ciment, on a une valeur de 1-1,4, et on se retrouve donc avec un YK de 45,81%, et on va regarder, voilà, donc vous avez dans la notice un petit peu les éléments de comparaison. Donc en fait, dans le bouquin, eux, ils étaient à 1,94, donc on a bien la même chose entre le logiciel et l'exemple littéraire. La quantité de ciment, on est à 1 kg de différence, on est bon. Quantité d'eau, c'est bon aussi. Module de finesse, on est bon aussi. Point de mesure, 10 mm, on est bon aussi, puisque du coup, on va se mettre à côté, on est bien. Le point de brisure XA Tami 41, on est bien à 10 mm, donc on est bon, on est bien ici. Alors par contre, il est à 44%, moi je suis à 45,81, j'explique pourquoi, vous le verrez là-dessus. Et donc du coup, ça nous donne une répartition de sable de 39%, 61% pour moi, et de 36% et 64% pour lui. Voilà. Bon.
Donc c'est pour ça que cette valeur-là, elle est discutable de son côté. Vous verrez mes arguments, mais je considère que le logiciel est validé. Donc, répartition 131% gradient 60%. À ce moment-là, on fait la répartition volumique de la formulation. Et c'est donc là où on va chercher coefficient de compacité. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, moi je travaille avec un coefficient de compacité de 0,835. Pourquoi? Parce que, et alors que lui m'a trouvé un coefficient de compacité de 0,825. Tout simplement, c'est qu'il y a une borne, ce que vous avez tout à l'heure, ce que je vous ai indiqué dans le formulaire de configuration, qui est ici, pour la formulation de logarithme, la borne entre la consistance plastique et ferme, qui est indiquée à 6 cm. Et en fait, voilà, et entre plastique et ferme, elle peut être aussi de 5 cm. Donc c'est pour ça que du coup, suivant les tableaux, ça change aussi. Donc voilà, donc du coup, ça vous laisse la... c'est pour ça qu'ici, je vous laisse le libre choix de véritablement mettre la borne que vous voulez. J'aurais mis une borne à 5 cm. Ici, j'aurais eu un coefficient de compacité, ici, de 0,825 au lieu de 0,835. Voilà, j'étais en train de le chercher. Voilà, au lieu de 0,835, j'aurais eu 0,825. Donc en fait, tout simplement, vous avez le détail ici. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis en bleu ici les chiffres avec la compacité de 0,825, tout simplement. Bon, là aussi c'est pareil, c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec le bouquin. Je trouve qu'il respecte, il y a certains éléments sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Bon, bref. Ok, vous avez du coup ici la répartition pondérale de la formulation, le dosage en matériaux secs, avec le sable gravillon, et la composition pondérale matériaux secs, donc ciment 374 kg, eau 193 litres, sable 706 et gravillon 1139 kg. Voilà. Et je sais pas, je pense pas, voilà, je l'ai ici. Donc en fait, alors c'est les chiffres en rouge pour moi, puisqu'en bleu c'est avec la valeur de compacité de 0,835 et le rouge c'est avec la, non, bleu c'est avec la valeur de 835, excusez-moi, en rouge avec le 825, voilà. Donc du coup vous avez ici les valeurs que je retrouve, donc du coup on doit retrouver le 1139, voilà, 1139, on le retrouve bien ici. Donc voilà, donc du coup vous voyez qu'effectivement on a, alors vous voyez que ça change parce qu'en fait comme il a des répartitions qui sont un peu légèrement différentes, mais grosso modo on a des choses qui sont à peu près pareilles. Voilà. Voilà, donc du coup, et enfin, hop, on revient au logiciel, voilà. Allez, voilà. On revient au logiciel. Et donc enfin, vous avez le dosage en matériaux humides, donc du coup, et vous voyez qu'on est bien, on a bien des valeurs qui sont à peu près identiques, 2410, 2412. Alors, simplement que ici, vous avez des arrondis. Je ne vous ai pas mis le logiciel, ça, il va vous trouver lui peut-être 757,6 et donc du coup 757,6 par exemple, et du coup j'arrondis à 758. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement il peut y avoir de légères différences entre la valeur ici et la valeur ici, mais la différence elle ne peut être que de 1, 2 ou 3 kg, pas plus. Au-delà, ça veut dire qu'il y a une erreur, qu'il y a un bug de logiciel. Mais sinon, voilà. Donc du coup simplement vérifier que les valeurs ici et ici soient bien à peu près identiques, et là ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Si elles sont vraiment différentes, de l'ordre de 4-5 kg, là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et enfin, dernier chapitre, s'il y a des avertissements ou pas. Voilà, là il n'y a pas d'avertissement. Voilà, vous avez, je vous ai présenté donc le logiciel Labo Béton avec l'exemple 1. Vous avez sur le site d'autres exemples, hein, l'exemple 2, l'exemple Dregoris, alors ça c'est avec la méthode ENS, et après vous avez des autres, avec la méthode Baron-Olivier, vous avez d'autres 4 exemples qui vont vous montrer comment ça fonctionne, et honnêtement je vous encourage à utiliser plutôt la méthode Baron-Olivier.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à bientôt. Merci et au revoir.